Imaginez que vos parents aient signé un contrat vous concernant. Un contrat qui donne à une entreprise le droit d'exploiter votre corps, vos gènes et même votre descendance, autrement dit vos futurs enfants. Et bien dans la nouvelle vie de Pierre Bordage, un homme découvre que sa vie entière appartient en fait à une entreprise de biotechnologie. La question est alors, mais peut-on encore parler de liberté quand notre ADN est breveté, autrement dit, quand une entreprise possède un droit de propriété sur notre corps? Dans cette vidéo d'analyse, nous allons comprendre l'histoire, analyser la chute glaçante et voir ce que cette nouvelle critique dans notre société actuelle. Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle vraiment percutante de la science-fiction française, Nouvelle Vie de Pierre Bordage. C'est un récit qui nous plonge dans un futur dystopique où, imaginez un peu, la génétique humaine est brevetée. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va décortiquer ensemble comment ce monde explore la marchandisation de l'humain, la surveillance de tous les instants et au final, la destruction des liens familiaux. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La nouvelle nous balance une question fondamentale qui donne presque le vertige. Et si votre corps, votre ADN, si tout ça ne vous appartenait plus, si ce n'était plus qu'un actif, une simple ressource pour une énorme entreprise qui s'appelle, ironiquement, vie. C'est le point de départ absolument glaçant de cette histoire. Alors, comment ça commence? On plonge directement dans le premier acte de l'histoire qui tourne autour d'un contrat aux conséquences terribles. Tout démarre de façon très abrupte. Des agents de cette fameuse société Vie débarquent chez le personnage principal, Jérémy Quint. Et ce qu'ils viennent lui dire va faire basculer toute sa réalité et lui révéler le poids d'un pacte qui a été signé bien avant sa naissance. Voilà, le mot est lâché, Jérémy est un actif de l'entreprise. Ce terme, complètement déshumanisant, veut dire que son corps appartient à la société. Mais pourquoi? Eh bien parce que ses parents, pour tenter d'échapper à la misère, ont vendu les droits génétiques de leurs descendants pour les 3 générations à venir. Une dette effroyable qui se transmet de parents à enfants. Et les implications de ce contrat dans le concret, elles sont juste terrifiantes. Les gènes de Jérémy sont littéralement des produits brevetés. Sa particularité génétique est une marchandise. Son corps peut être réclamé n'importe quand pour servir de cobaye. Et le pire dans tout ça, c'est que cette condition n'est pas que la sienne, elle est transmissible. Pour l'entreprise, en plus, Jérémy est une mine d'or à cause d'une mutation génétique rare. Il n'est plus du tout une personne, c'est un investissement. Mais Jérémy, ce n'est pas juste un actif. On passe maintenant à la deuxième partie, celle du sacrifice, qui va explorer l'illusion tragique de ce personnage. Parce que Jérémy, avant toute chose, c'est un père. Et c'est sa relation avec sa fille, Lisbeth, qui va être le vrai moteur de l'intrigue, jusqu'à son geste final. Un geste qu'il croit être celui de la rédemption. Il l'appelle sa perle. Cette expression, elle dit tout de l'amour inconditionnel qu'il a pour elle. Il se démène, il travaille sans arrêt pour lui payer la meilleure éducation possible, pour la protéger d'un monde qu'il sait hostile, prédateur. Pour lui, c'est simple, elle est tout ce qui compte. C'est son unique raison de se battre. Faut bien comprendre le décor, c'est un monde froid, déshumanisé, où la surveillance est partout, notamment avec ces fameux écrans mouchards. Dans cette société, un contrat d'entreprise a plus de valeur que les droits humains les plus fondamentaux. La liberté, c'est juste une illusion dans ce système où même la pauvreté devient un spectacle télévisé bien cynique. C'est dans ce contexte que Jérémy prend sa décision. Face à la menace de l'entreprise qui veut le récupérer, il choisit de se rendre. Le point crucial ici, c'est qu'il est absolument convaincu que ce sacrifice, c'est la seule solution pour libérer sa fille, pour lui offrir ce qu'il appelle une nouvelle vie, enfin loin de l'emprise de la société Vie. Et là, on arrive à la troisième et dernière partie du récit, la chute, ou le cynisme d'une fille. C'est ici que l'histoire prend un virage, mais d'une brutalité. L'auteur, Pierre Bordage, nous a gardé pour la fois une chute qui retourne complètement notre perception de la situation. Le sacrifice de Jérémy, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. On découvre ici le fossé tragique, l'incompréhension totale entre le père et la fille. Là où le père voit un acte d'amour, de protection, un sacrifice ultime, sa fille, elle, ne voit qu'une transaction, un troc. Son but, ce n'est pas la protection, c'est la survie. Sa survie à elle, par tous les moyens, même s'il faut pour ça briser les liens les plus sacrés. Et voici le climax émotionnel de la nouvelle. Pendant que Jérémy s'en va, le cœur brisé, mais avec le sentiment du devoir accompli, on découvre les vrais sentiments de Lisbeth. Elle le regarde pleurer sur l'écran, non pas avec de la tristesse, mais avec une froide indifférence. Pire, avec du mépris. C'est d'une violence. C'est glaçant. Et c'est là qu'on comprend ce fameux troc. Lisbeth savait tout depuis des années. Elle a utilisé les écrans mouchards de l'appartement, cet outil de surveillance, pour espionner ses propres parents et contacter la société Vie. Elle a négocié sa liberté contre la capture de son père. Le sacrifice de Jérémy n'en était pas un. Il a été sacrifié par sa propre fille pour sa carrière.
Bon, cette fiction, aussi sombre soit-elle, elle n'est pas là juste pour nous faire peur. Elle fonctionne comme un véritable avertissement. C'est pour ça que dans cette dernière partie, on va explorer les parallèles assez troublants qu'on peut faire entre ce récit et notre propre réalité pour bien comprendre la portée du message. Le premier parallèle qui vient à l'esprit, évidemment, c'est 1984 d'Orwell. Les écrans mouchards de bordage, ce sont les héritiers directs des télécrans. Mais au-delà de la technologie, Bordage montre comment cette surveillance permanente détruit l'intimité et la confiance, à tel point qu'une fille peut s'en servir comme d'une arme contre son propre père. C'est la perversion totale des liens humains par la technologie. Sauf que tout ça, ce n'est plus seulement de la fiction. Le contrôle qu'exerce la société vie, qui valorise ou pénalise les gens, ça rappelle directement le système de crédit social. La nouvelle de Bordage nous alerte sur la façon dont des logiques économiques ou étatiques peuvent conditionner nos comportements en nous poussant à nous conformer, au risque de perdre nos libertés et au fond, notre humanité. Et sur le plan génétique alors, la nouvelle, c'est vrai, pousse la marchandisation du corps à son extrême. Mais des questions éthiques se posent déjà aujourd'hui, avec des concepts comme celui du bébé médicament. Même si l'intention est de sauver une vie, ça nous met sur une pente glissante, celle où un être humain peut être conçu comme un moyen, un outil, et non plus comme une fin en soi. Et ça, c'est exactement la logique de la société vie. Tout ça nous ramène à une citation de Rabelais. Elle a presque 500 ans, mais elle est d'une actualité folle. Nouvelle vie nous montre bien que le danger, ce n'est pas la science ou la technologie. Le danger, c'est de les utiliser sans garde-fou éthique, quand la course au profit ou au contrôle prend le pas sur toute considération morale. Finalement, la nouvelle de Pierre Bordage nous laisse avec cette question essentielle, une question qui concerne toute notre société. Les progrès scientifiques nous donnent des pouvoirs immenses. La vraie question, ce n'est plus seulement de savoir ce qu'on peut faire, mais de décider tous ensemble ce qu'on doit faire. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter aujourd'hui. Merci beaucoup.